Ravi de vous savoir, fidèle au poste, mesdames, messieurs, bienvenue. Rachat de la dette intérieure du Bénin avec garantie souveraine. C'est le nouveau dossier qui, depuis quelques jours, défraie la chronique au travers d'une note en date du 1er février 2018 signée du ministre de l'Économie et des Finances. Le gouvernement béninois aurait délivré à la Société de gestion de l'intermédiation du Bénin, SGI Bénin, un mandat lui donnant plein pouvoir, je cite, de procéder à la recherche d'investisseurs potentiels pouvant racheter la dette intérieure bancaire du pays de montant indicatif de 350 milliards de francs CFA. La SGIBD est par ailleurs autorisée à négocier au mieux des intérêts de l'État béninois avec les potentiels investisseurs toutes les possibilités, modalités et conditions de rachat de la dite dette, et ce, dans un délai de 60 jours. À quand remonte-t-elle une telle dette? À quoi a-t-elle pu bien servir? Le mandat émis à la société SGI l'a-t-il été dans les règles de l'art? Pourquoi le rachat de la dette par la SGI Bénin, pas d'autres sociétés? Et qu'est-ce qui a pu bien militer en sa faveur? Mesdames, Messieurs, une kyrielle de questions qui taraudent bien des esprits et auxquelles votre émission débat du jour essaiera d'apporter des clarifications. Thème en débat: rachat de la dette intérieure du Bénin, la formule idéale pour la relance de l'économie. Avec nous, pour l'exercice, des journalistes d'investigation, spécialistes des questions économiques. À ma droite, Kazmik Pidjor, journaliste, directeur de publication de Nouvelles Économies. Il est donc spécialiste des questions économiques. Kazmik Pidjor, bonjour. Bonjour Joël Yetondier, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. En face de vous, comme je l'ai annoncé, un autre homme des plumes évoluant dans le même milieu que vous, Wilfried Monou, c'est son nom. Il est le directeur de publication d'Eco Bénin Magazine. Il est donc aussi spécialiste des questions économiques. Wilfried Monou, bonjour. Bonjour Joël. Bonjour, merci de nous rejoindre. C'est avec plaisir que je retrouve le plateau de... Sachez que le plaisir est partagé. Le gouvernement béninois cherche racheteur de sa dette intérieure bancaire. Une dette estimée à 350 milliards de francs CFA. Et pour la cause, la société SGI Bénin a été retenue pour identifier sur les places financières internationales des investisseurs potentiels pour racheter la dite dette. Wilfried Monou, la toute première question est celle du citoyen lambda qui s'interroge, parce que quand ça fait trop de bruit, même le plus petit des citoyens commence à se dire mais que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Alors, sur la thématique, ça fait un peu trop technique, rachat de dette intérieure du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Et ensuite, avec garantie souveraine. Alors, vous savez que l'État, pour fonctionner, demande souvent aux députés, c'est-à-dire au Parlement, de lui donner l'autorisation de mobiliser des ressources et de faire face aux emplois, c'est-à-dire aux charges, aux dépenses et aux investissements. Et généralement, quand on fait la balance entre les ressources et les emplois, c'est-à-dire les ressources collectées directement chez nous, c'est les impôts directs et les impôts indirects. Lorsque ces ressources ne suffisent pas ou ne permettent pas de faire face entièrement aux besoins, c'est-à-dire aux emplois, l'État fait alors appel à des dettes. Donc, l'État contracte des dettes. Et lorsque vous contractez des dettes, c'est que vous avez des échéances à honorer. Mais il arrive, tout comme au niveau des entreprises, que l'État ait des difficultés à pouvoir honorer ces échéances. Pour ne pas tomber en disgrâce face aux emprunteurs, face à ceux qui lui ont donné des ressources pour faire face à ces difficultés de trésorerie à des moments donnés, l'État demande alors à ce que, s'il y a une possibilité à d'autres investisseurs de racheter ces dettes, ces emprunts, et de pouvoir faire face à ces échéances qui sont proches. Et lorsque ça se passe, il y a toute une procédure, puisque ça va sur le marché financier. Désormais, dans la sous-région, ce n'est plus les banques, ce n'est plus n'importe qui va sur ce marché, c'est les spécialistes qui sont appelés les spécialistes de valeur du trésor, les SVT, qui chez nous sont essentiellement les sociétés
de gestion et d'intermédiation dont SGI Bénin fait partie. Et lorsque l'État va sur ce marché, il donne alors à ce SVT d'aller négocier sur le marché des investisseurs qui pourront le suppléer pour faire face à ces exigences à l'échéance. Alors, Kasmi Pedjo, un apport complémentaire? Alors moi, je voudrais préciser ici à l'entame de cette émission la notion de dette, la notion d'arriéré, la notion de dette bancaire, la notion de dette intérieure, de dette publique, de dette extérieure, pour véritablement clarifier ce de quoi il s'agit, pour que véritablement on ait un angle pointu sur cette émission. Il faut déjà préciser que l'État en lui-même, l'État béninois en lui-même, le 1er février, a envoyé sur le marché financier un thème un peu ambigu, parce que au regard des recherches, rien ne s'appelle dette bancaire intérieure. Il s'agit ni plus ni moins des arriérés. Et les arriérés ici, c'est quoi? C'est des bons de commande, c'est donc des intentions de service que l'État a émis à l'endroit donc des PME et des PMI, ou peut-être des banques primaires, enfin des banques secondaires, ont souscrit, ont accompagné ces PME-là. Je donne un exemple, c'est la construction par exemple de l'aéroport de Tourou, où il y a une banque que je ne veux pas citer, une banque panafricaine, qui a donc déboursé 16 milliards et quelques, et plus, pour financer donc la construction donc de cet aéroport dans les années que nous savons tous, sous le régime donc de Boni Yayi. Alors, si aujourd'hui l'État béninois est incapable, se voit dans des difficultés d'honorer ses engagements, c'est-à-dire payer, rembourser donc cette intention émise donc par la banque, donc de l'arriéré, l'État récupère le titre, le document qui a servi donc à cette banque de financer l'aéroport. L'État lui retire donc ce document et en lieu et place lui fait un décret ou un autre acte officiel qu'on appelle titre, qui lui dit désormais, ok, moi je reconnais que je te dois 16 milliards de francs CFA. Maintenant, moi je suis incapable de te payer ces 16 milliards. Désormais, je l'inscris dans le volet de ma dette intérieure. Dette intérieure, pourquoi? Parce que le montant compte, enfin, l'argent ici emprunté est en devise locale. Ça, il faut le préciser. La notion de dette intérieure, elle peut être... La dette intérieure peut venir d'une entreprise, par exemple, ivoirienne, d'une entreprise sénégalaise. Mais du fait que c'est en monnaie locale, et la monnaie locale au Bénin, c'est le franc CFA, donc on parle de dette intérieure. Donc ce n'est pas seulement les entreprises béninoises qui sont concernées, ce n'est pas seulement les banques. Ça peut ne pas être seulement les banques béninoises qui sont concernées. Et donc, l'État dit désormais, j'enregistre donc cet acte-là au niveau sur la ligne donc des dettes, de la dette intérieure. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, la notion de dette bancaire, ce n'est ni plus ni moins les arriérés que l'État se voit aujourd'hui incapable, ça il faut le dire, parce que c'est de la notion d'incapacité de l'État que la décision du 1er février a été donc prise pour dire à la SGI, la Société de gestion et d'intermédiation du Bénin, de dire, écoutez, allez me chercher un autre investisseur qui puisse prendre en compte donc les 350 milliards de francs CFA que je ne peux plus payer désormais. Et donc, la SGI est mandatée, est adjudicataire de cette intention de l'État béninois. La SGI va chercher maintenant un partenaire. Ça peut être, je dis quelque chose, ça peut être un multinational, comme ça peut être un autre État, ça peut être une société, ça peut être toute autre entreprise qui dit, OK, les 350 milliards, moi je les prends, je vous rembourse cela, mais en lieu et place, l'État béninois va me payer à échéance 500 milliards. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ici, il y a la notion de l'État envoie. Donc, vous n'avez plus l'autorité de fixer un taux d'intérêt. Donc, la personne qui aujourd'hui sort son argent, débloque donc son chéquier et vous donne les 350 milliards, peut vous dire, les 350 milliards,
équivaut désormais à 1000 milliards. Là, vous donnez des exemples. Je donne Mais des on va exemples. rester dans le cadre officiel que nous avons et apprécier ce qui se passe. Donc, on comprend en résumé qu'il s'agit de sommes que l'État béninois reste devoir et appelle désormais à la rescousse pour qu'on l'aide à apurer ses dettes. Bien sûr. Mais celui qui va l'aider va devoir fixer les conditions maintenant d'octroi. Bien C'est sûr, ça. c'est bien Alors, ça. on y ajoute avec garantie. Je verrai. Oui, souverain. Bon, vous savez, c'est pour rassurer les investisseurs que l'État est capable de faire face à ces obligations. Si ce n'est pas la crise grecque, on a toujours dit qu'il n'y a pas d'État qui fasse faillite. Hein, mais aujourd'hui, l'État s'engage en fait à ce que, à un moment T, ces dettes-là seront quand même payées. Parce que c'est un problème conjoncturel en général. Avec la situation actuelle, l'État n'est pas en capacité de faire face à ces dépenses, à toutes ces dépenses. Donc, les dépenses relatives à ces dettes, ces services de la dette, on sollicite un emprunteur pour faire face à ça. Mais lorsque l'État aura des ressources suffisamment dans un thème relativement moyen et long, il fait face, il faudra payer ces dettes. Le problème qui se pose là, c'est seulement le problème de la spirale des dettes, où on emprunte de l'argent pour rembourser des dettes. On emprunte de l'argent. On emprunte, c'est-à-dire vous faites un emprunt pour rembourser un ancien emprunt. Et là, vous rentrez dans les spirales de la dette ou de l'emprunt. Et ça renvoie à la question qui préoccupe beaucoup de bruit autour de cette opération. Et c'est cela qui amène plus d'un à s'interroger. Pourquoi tant d'intérêt autour de cette opération qui, dans vos démonstrations, paraît quand même une opération toute simple et banale? Oui, Kasbi Kouyo. Oui. Je tiens à préciser que le Bénin était en faillite dans les années 1990. Donc, ce n'est pas parce que c'est des États africains qu'il ne faut pas avoir le courage de le dire. C'est juste une précision que je compte apporter. Donc, avant la Grèce, il y avait déjà les États africains, certains États africains qui étaient en faillite. Donc, il faut avoir également le courage de le dire dans les années 1990. Alors, revenons au sujet qui nous concerne. Je voudrais préciser, suite à ce que mon nom a dit, avant de rentrer donc dans la spirale donc de la dette, je tiens à préciser une chose. C'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais qu'un État s'engage dans la dette. D'ailleurs, la dette est une bonne chose pour l'évolution normale des finances publiques, de la gestion donc du budget de l'État, exercice en cours. C'est normal que l'État contente donc des dettes, des emprunts, des obligations, toute forme donc de moyens pouvant lui permettre d'avoir la liquidité pour évoluer. C'est même normal qu'à un moment donné de l'histoire, de l'évolution donc d'un État, que l'État soit incapable de payer, d'honorer ses engagements vis-à-vis donc de ses partenaires, de ses partenaires financiers. Mais c'est davantage plus grave, c'est plus suicidaire lorsque la notion de la dette est conçue, comme il a dit, dans une spirale, dans une conspiration contre l'économie du pays. Vous allez comprendre. Ça dit? On ne peut pas aller chercher, on ne peut pas demander à une société de gestion et d'intermédiation d'aller nous chercher de l'argent pour payer des arriérés de salaire. C'est pas possible. Voyons la notion, la nature des 350 milliards. À quoi véritablement ont servi les 350 milliards? C'est là la question qui doit préoccuper. Les 350 milliards ou oui. À quoi les 350 milliards vont servir? Non, à quoi les 350 milliards ont servi? Parce qu'il y a 350 milliards qui ont été déboursés par les banques qui ont donc eu une action sur le terrain. C'est pas que l'État... Voilà, ce n'est pas que ici, l'État béninois veut aller chercher de l'argent pour un projet spécifique. Non, les 350 milliards ont été déjà dépensés par le passé au Bénin. Je ne veux pas dire que c'est Patrice Talon seul qui l'a fait. C'est peut-être d'autres régimes qui l'ont fait. Et c'est ça la complexité de la décision donc, de Wadaini sur le marché financier. La complexité, parce qu'ils n'ont donné aucune notion, aucune information sur les 350 milliards. Ils n'ont donné aucune notion sur l'intérêt ici
Que va générer les 350 milliards? Parce que les 350 milliards, je l'ai dit, ont été déjà dépensés dans le pays. Et quand vous voyez les différents chantiers que nous avons aujourd'hui dans le pays, qui sont en train d'être cassés et d'être repris, je me demande si les 350 milliards ne font pas partie des casses que nous observons aujourd'hui. Je me demande si les 350 milliards n'ont pas été les intentions du gouvernement à demander aux banques de préfinancer les salaires au pays. Parce que si c'est ça, on ne peut pas aller emprunter de l'argent pour payer les salaires. Vous ne pouvez en aucun cas. Les salaires, c'est une dépense souveraine. Et aucun État ne peut aller sur le marché financier pour payer les salaires. Donc, les 350 milliards, les députés, toute la classe économique et financière du Bénin doivent pouvoir se mobiliser pour trouver la nature des 350 milliards. À quoi ont servi ces 350 milliards? C'est là la spirale, c'est là la nébuleuse aujourd'hui que le gouvernement est en train d'entretenir sur le marché financier. Parce que si c'est ça, si les 350 milliards ont servi par exemple à construire des industries, moi je dis bravo, il n'y a aucun problème à ce qu'on aille chercher sur un autre marché à rembourser d'abord les banques. Si les 350 milliards ont servi à construire des écoles, je dis il n'y a aucun problème. À construire des routes qui tiennent dans le temps, je dis, il n'y a aucun problème. Mais si les 350 milliards n'ont servi à rien et qu'il faut aujourd'hui aller s'endetter, aller donner la garantie souveraine de la nation béninoise pour aller chercher de l'argent, ça pose un problème dans un pays qu'on appelle le Bénin. Wilfred Monnon, autour de ces 350 milliards, il y a eu beaucoup de spéculations. À quoi ces 350 milliards ont-ils pu servir? Comment le Bénin est-il en arrivé à ce taux d'endettement? Pour l'instant, ça reste une grosse interrogation et c'est plutôt la fouille au niveau d'un certain nombre de rédactions. La question ne vous a pas laissé indifférente. Non, faut pas être alarmiste. Moi, je ne voudrais pas être alarmiste. Vous savez, pour le fonctionnement de l'État, depuis plus de 10 ans, les régies financières ne collectent pas plus de 800 milliards. D'accord? Or, nous sommes passés à 1000 milliards depuis combien d'années? Donc, ce gap doit être couvert par... 1000 milliards, vous revenez au dossier qui a agité la République, là. Oui, je parle du budget du budget de l'État béninois. Oui. Si nous n'avons pas la capacité de produire 1000 milliards et nous dépensons plus de 1000 milliards, il y a un problème qui se pose. D'accord? Donc le problème... Vous rappeler l'histoire de l'homme qui dit qu'il ne faut pas péter plus fort que ses fesses. Mais bon, c'est arrivé. Non, il faut au niveau de l'État, oui. J'ai dit à l'entame qu'on a des besoins et il faut forcément aller prendre des engagements pour faire face à ces besoins-là. Et lorsque l'État à un moment donné, parce que sa trésorerie ne lui permet pas, ça ne veut pas dire que l'État est en faillite. Nous avons un problème conjoncturel, nous avons un problème de trésorerie qui est ponctuel, qui peut être décalé, qui peut être rééchelonné. Mais comme ce n'est pas des dettes extérieures, on ne peut pas parler de rééchelonnement. C'est pourquoi on vend ces dettes-là à un autre investisseur qui vient avec un montant plus important que le montant de la dette. Et ça nous permet d'avoir soit à payer plus tard, soit à un taux d'intérêt un peu plus élevé, mais souvent le taux est souvent bien étudié. Il faut dire que aujourd'hui les investisseurs lognent ces dettes-là en Afrique. Donc il y a de potentiels preneurs qui sont là parce que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Kenya et consorts ont émis des titres de rachat de dettes et autour de 6 à 8%. Donc les conditions sont plus ou moins connues. Ce n'est pas une situation à décrier tout de suite. La seule chose qu'il y a comme difficulté, c'est qu'on ne sent pas percevoir dans quoi on a investi toute cette masse d'argent. Donc l'interrogation reste légitime. C'est légitime. Je vous ai dit tout à l'heure que il faut éviter la spirale de la dette. Il faut éviter qu'on emprunte pour payer des anciennes dettes. Si nous faisons des prêts, c'est pour faire des investissements qui doivent être rentables. Mais vous avez en permanence de la documentation sur les sorties de fonds et en principe, vous êtes à même d'apporter les éléments de réponse conséquents à des questions comme celle-là, ou depuis peu, ce n'est plus le cas. Je vous ai dit déjà ici, j'ai dit une fois que nous n'avons plus les notes de conjoncture, nous n'avons plus les documents. Ça a perdu?
bon, ça perdu, on espère que ça va être dégelé pour qu'on puisse vraiment apprécier la situation conjoncturelle du pays en étant pas forcément du système, qu'on puisse avoir la même lecture que les acteurs du système, mais on n'a pas les informations. Et c'est là aujourd'hui où, lorsqu'on parle de la dette, il y a un problème de transparence. Il faudrait quand même que les gouvernants puissent savoir que la société civile et la presse, on a un rôle important dans la gouvernance du pays, dans la gouvernance économique du pays, et qu'on puisse nous permettre d'avoir les informations à bonne date, et c'est que ça ne soit pas après coup que les informations nous tombent sur la tête comme des... Casimir Pédior, d'aucuns voient à travers cette opération la question de la portée de la signature du gouvernement béninois, qui reste encore un problème de poser, qu'il va falloir régler au plus tôt. Et au-delà de ça, moi je dis, le budget déjà est insincère. Le budget béninois est insincère en lui-même. Les intentions du Bénin sont insincères sur le marché financier, et la signature commence par poser de problèmes. Et les opérateurs économiques commencent par bouder un certain nombre de choses. Et vous allez comprendre. Vous savez, tout à l'heure, j'ai lu sur un site, le site donc de l'agence Tétu-UMOA, que demain, 29 mars 2018, le Bénin va sur le marché financier pour rechercher 20 milliards de francs CFA. Je parle bel et bien de demain. Donc une autre levée de fonds. Demain. On est en combien là déjà? Nous sommes à moins de... pour le compte de l'année 2018, ça fait la 7e fois que le Bénin va sur le marché financier. Rien d'anormal, non? La normale ici, c'est que nous avons connu au moins 5 échecs. Et c'est là que j'en reviens. Nous avons connu au moins 5 échecs par rapport à ces intentions. Est-ce que ce n'est pas lié à l'environnement économique général? Non. Je parle de mon pays d'abord et je vais comparer ça à l'UEMOA après. Oui, je parle d'abord du Bénin, puisque la question qui m'est posée, c'est par rapport aux 350 milliards et par rapport à la signature du Bénin. Et donc, je dis, suivez, vous allez comprendre. Avant, donc, demain, nous étions déjà le 19 passé sur le marché financier à la recherche de 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'agence UMOA Titre. On a fait quelques collectes. Qui ne suffisaient pas. Tout à fait. Échec, retour à la maison, rebondissement, on retourne les intentions demain encore sur le marché financier. Bien avant ça, le 15 mars 2018, le Bénin était déjà sur ce même marché à la recherche, cette fois-ci, de 35 milliards de francs CFA. Échec avec un taux d'échec d'environ 48%. Je ne suis pas alamiste. Je ne viens pas ici décrier mon pays. Nul n'a dit que vous êtes analyste. Non, je présente les faits aux téléspectateurs d'analyser eux-mêmes. Donc, le 15 mars 2018, le Bénin a échoué lamentablement à 48% sur le marché financier. Donc, on n'a pas pu trouver l'argent. Alors, je prends les 3 présences du Bénin sur le marché financier pour dire l'échéance de la présence du 19 mars était de 91 jours. Dites-moi, monsieur le journaliste, quel projet sérieux, quel projet structurant, quel BTP, quelle industrie, quelle école et je ne sais quoi vous pouvez construire en 91 jours pour rechercher 20 milliards si ce n'est pas de l'argent pour payer la dette, si ce n'est pas de l'argent pour payer les salaires, si ce n'est pas de l'argent pour payer les banques. Donc, le Bénin a des difficultés. Le Bénin a des difficultés de trésorerie. Ça, il faut le dire. Il faut le leur dire. Et pour le marché de demain, le marché de demain, 29 mars 2018, le Bénin, il va encore pour une échéance de 91 jours. Nous cherchons de l'argent pour 91 jours. Entre-temps, permettez-moi d'expliquer aux téléspectateurs que dans 48 heures, nous allons boucler le premier trimestre de l'année budgétaire 2018. C'est-à-dire quoi? Tous les PME et les PMI, tous les opérateurs économiques qui n'auraient pas honoré leur impôt à la date du 31 mars 2018 seront assujettis à 20% de taxes, de pénalité. Conséquence, il y a une pression aujourd'hui auquel les entreprises doivent répondre. Alors, si je me mets donc dans cette actualité-là, je dis durant les 90 jours, le Bénin veut collecter 20 milliards sur le marché financier. Mais où est-ce que le Bénin va trouver en 90 jours
20 milliards, plus un taux d'intérêt de 6% pour aller payer en 90 jours. Si ce n'est pas que nous sommes déjà dans cette spirale. Donc je ne suis pas alarmiste. Je décris, je prends les faits et je veux comprendre. Maintenant, le mal que le gouvernement lui-même se fait, le mal que Patrice Talon, Wadaï et consorts se font, c'est de nous cacher les informations. Parce que lorsque vous nous cachez les informations, je viens sur le plateau, je suis libre de faire le commentaire que je veux. Je suis libre de prendre les faits et de les décrire tels que je veux. Ceci n'arrange pas les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques nous suivent et ferment la porte, ferment leur chéquier et ne veulent donc pas prendre les titres du Bénin. Donc, ils ont intérêt à rouvrir les informations financières sur le Bénin pour que véritablement nous puissions venir ici pour dire le Bénin recherche 350 milliards avec un taux d'intérêt de temps pour une échéance de temps pour véritablement... Dans les tout prochains jours, vous allez découvrir le point focal du ministère des Finances. Ce n'est pas encore effectif, mais il paraît, on a essayé de fouiller un peu. C'est en cours. Wilfried Monou, quelques aspects que vous voulez bien relever. Je veux bien quand même temporiser un peu mon confrère Kazmi. Tous les pays ont la latitude d'aller sur le marché pour aller faire des levées de fonds. Ici, nous sommes dans le cadre de l'UEMOA, c'est des titres à court terme. C'est des besoins de financement à court terme. Soit pour payer les salaires, comme il dit, soit pour faire face à des engagements de court terme. Donc, puisque face aux besoins de courte durée, c'est les ressources de courte durée qu'il faut utiliser. On ne va pas utiliser des ressources de longue durée pour financer les emplois de courte durée. Ce n'est pas intéressant. Donc, financièrement, c'est bien posé, c'est bien justifié qu'on trouve des ressources à court terme pour faire face aux échéances. Il ne remet pas ça en cause. Il en déduit simplement que certes, là, que le Bénin doit avoir des difficultés de trésorerie. Ça, on l'a tous dit, on reconnaît qu'il y a un problème de trésorerie. Et quand on a un problème de trésorerie, il ne faut pas se laisser étrangler par la dette. D'accord? Parce que à l'échéance, si vous n'en aurez pas votre signature, vous perdez votre crédibilité. Et à partir de ce moment, si vous pouvez aller encore chercher de l'argent pour faire face à certaines échéances et faire face aussi à vos urgences, je ne vois pas du mal en cela. Et mieux, si le Bénin aujourd'hui, les gens ne souscrivent pas à 100% aux besoins, au bons de trésor et consorts de l'État, c'est parce qu'il y a certainement une réticence. Il faut le reconnaître. Pourquoi une réticence? Réticence. Et pourquoi il faut encourager le fait qu'on aille maintenant au rachat des dettes pour pouvoir faire face et honorer nos dettes. Si vous n'honorez pas vos dettes, vous n'êtes pas crédible. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette difficulté qu'a bientôt, en tout cas de plus en plus, l'État à pouvoir être en mesure de faire face à ces charges? J'ai dit tout à l'heure que nous avons, sur 10 dernières années, nos régies ne collectent pas plus de 800 milliards d'impôts. Alors que vous êtes d'accord avec moi que sur cette même période, nos budgets ont dépassé. Or, les dons... Non, le faux pas aurait été au niveau du budget. C'est au niveau nous dépensons plus que nous n'ayons de ressources. Et à partir de ce moment, on ne peut qu'avoir des dettes. On ne peut qu'avoir des dettes, puisque aujourd'hui, l'aide au développement s'amenuise de jour en jour. L'aide s'amenuise de jour en jour. Donc, il faut aller soit vers les investisseurs, soit sur le marché financier pour avoir de quoi faire face au gap par rapport aux besoins que nous avons. Bon, on dit peut-être à tort, vous allez le dire, qu'il y a quand même un ballon d'oxygène pour le Bénin dont il pourrait profiter pour se porter au meilleur de sa santé financière. C'est le Nigeria. C'est vrai que ce pays a vécu aussi des moments très difficiles, mais pour autant, ça dit que le Nigeria, pour moi, n'est pas toujours une opportunité pour le Bénin, c'est beaucoup plus une menace. Parce que lorsque vous n'utilisez pas les opportunités à bon escient, ça devient une menace pour vous. Et c'est beaucoup lorsque plus... vous ne l'utilisez pas à bon escient. On n'utilise pas, parce qu'en fait, le Bénin et le Nigeria, ils doivent avoir une relation commerciale. Les échanges doivent être prioritaires. Et ça, c'est entre gouvernements. C'est pas ce qui se fait. Vous savez, les producteurs béninois se plaignent, ils ne peuvent pas rentrer sur le marché nigérien.
Ils ne peuvent pas rentrer sur le marché nigérien parce que le Nigeria est un pays qui est un très grand protectionniste, qui protège ses industriels, et donc les produits locaux nigérians sont protégés par des mesures non tarifaires. Ça pourrait expliquer un peu la difficulté. Et donc le Bénin oui. a intérêt à aller négocier au niveau de ces mesures non tarifaires des avantages pour pouvoir faire passer ses produits. Kasbi Pidjo, oui. Oui, vous savez, j'aime bien le sens du Béninois positif, le sens donc de ce Béninois qui voudrait que son pays ressemble à un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme les États-Unis, avec plus de 11 millions de milliards de dettes. Je parle bien des États-Unis, première puissance au monde, pays plus endetté que tous les autres. Vous avez 11 millions de milliards de francs CFA en termes donc de dettes. 20 000 trillions. Ça fait 20 milliards, 20 000 milliards de dettes en termes donc de devises, de leur devise locale, le dollar. Et donc, comparé à mon pays qui tourne aujourd'hui autour de 2500 à 2600 milliards, c'est infirme. Je voudrais bien venir sur ce plateau et dire un certain nombre de choses en termes donc d'évolution pour que les opérateurs économiques du moins puissent écouter donc le cri de détresse de Patrice Talon et de Wadaï pour véritablement leur venir en aide. Je voudrais faire tout ça, mais je dis non, je ne le ferai pas en ce sens que on leur avait dit en son temps, vous avez déstructuré l'économie béninoise, vous avez cassé des gens. Il y a des projets pour lesquels on a payé cher, on n'a pas encore fini de rembourser. Ils ont tout rafé. Quel projet? Les bonnes dames avec le bagage, avec les étagères de tomates et autres, ce sont des allez projets. Aujourd'hui dans la commune d'Abomey-Calavi, ils ont cassé toute la voie pavée pour reprendre. Or, on n'a même pas encore fini de payer la dette contemplée. On n'a même pas encore fini de payer, de rembourser la dette, l'argent qui a servi à construire l'infrastructure. On n'a même pas encore fini. Donc, on va payer ça avec l'intérêt et maintenant payer pour ce qu'ils sont en train de faire et l'intérêt. Allez derrière l'aéroport de Cotonou. Je ne veux même pas parler encore du chantier de Golo-Djigbe. Allez à l'aéroport derrière. Ils sont en train de casser un ancien chantier qu'on n'a pas fini de payer. Et c'est comme ça dans le pays, dans tout le pays. On casse tout. Ça pose un problème de sincérité dans la loi des finances. Ça pose un problème de planification. Ça pose un problème du ministère du plan. On n'a pas au Bénin un ministère fiable de la planification. La planification pose un problème dans mon pays. Et c'est ce qui fait que la dette, on s'enlise dans la dette. Et vous savez, je n'exagère pas. Planification qui pose problème. Parce que ces infrastructures routières qui ont été réalisées sur des études bien précises. Mais aujourd'hui, tout ça a été repris. Ils ont tout repris à zéro. Donc, ceux qui ont travaillé hier n'ont pas été cohérents, n'ont pas laissé des documents stratégiques qui puissent permettre au Bénin de pouvoir disposer de ces infrastructures dans le temps. Donc, eux sont en train de reprendre. Je ne sais pas si celui qui viendra en 2021 aura des ambitions à la hauteur donc de son génie pour encore casser ce qu'eux font. Mais pour l'heure, je dis, cette dette que nous sommes en train de contempler aujourd'hui n'est pas de nature à garantir une certaine sérénité au niveau du pays. Et aucun bailleur de fonds, aucun investisseur ne va investir tant de milliards dans des chantiers et du jour au lendemain, on vient casser et on dit on reprend tout à zéro. Aucun investisseur ne viendra dans votre pays faire des études comme ce que Samuel Dossou Aoré a fait et pour que vous veniez lui dire quelques années plus tard que c'est des Chinois qui vont réaliser ces infrastructures. Aucun investisseur, sans pouvoir dire au peuple béninois quel est le taux d'intérêt que la Chine veut pratiquer sur donc, ce chantier. Aucun investisseur ne va prendre votre pays au sérieux lorsque vous vous comportez de la sorte. Lorsque les opérateurs économiques sur place au pays n'ont pas la paix des essais, aucun investisseur ne viendra financer votre projet. Et donc, vous ne pouvez qu'aller sur le marché financier chaque 48 heures. Parce que ce que Wilfried Monou
ne veut peut-être pas comprendre, c'est que le 15 mars et le 19 mars, il n'y a que 48 heures ouvrables qui ont permis à l'État béninois de retourner sur le chantier. Et un patient qui va voir dans un mois 3 fois son médecin, ce n'est pas un patient qui se porte très bien. Non. Et je continue par le dire, les finances béninoises... Je ne laisserai pas Kazmi dire ça, parce que c'est des mécanismes qui sont sur le marché. Ou lorsque vous allez sur le marché qui n'est pas fructueux, vous pouvez revenir en ajustant les informations, parce que les gens ont besoin d'informations. Si l'information n'est pas suffisamment diffusée, vous ne pouvez... Les potentiels, j'ai dit tout à l'heure que les investisseurs sont très intéressés par l'Afrique. Parce que l'Afrique, les taux de rémunération sont intéressants en Afrique, pendant qu'en Europe, c'est inférieur à 3%. La levée de fonds un peu fructueuse qu'il a évoquée tout à l'heure, oui. Ça pourrait avoir quelle... Oui, c'est pourquoi je dis, quand l'information n'est pas suffisamment diffusée à temps, et quand ça n'arrive pas... C'est la faute à qui? J'ai bien dit tout à l'heure, il y a un problème de trésorerie. Il y a un problème de signature qui est là. D'accord. Mais quand le Bénin va devoir corriger. Il faut qu'on corrige. Avant de vous laisser poursuivre, oui, vous permettez en 30 secondes que je veuille dire à Wilfried Monou que lorsque vous dites tout ça, c'est que votre dossier a été mal monté. Vos techniciens ont mal travaillé. Le trésor public... Si votre dossier va sur le marché et on trouve des insuffisances, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas seulement le Bénin. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est pas la... qui ne prospère pas. C'est pas la première fois. En fait. Je suis d'accord avec vous. Le Sénégal. Prenons les fréquences alors. Mais les fréquences. Allons-y. Vous savez que la Côte d'Ivoire va plus vite. Puisque vous avez cité ces pays, je vais vous dire que la Côte d'Ivoire est allée au Soukouk. La Côte d'Ivoire est allée à l'eurobond. Oui. Vous n'arrivez même pas à monter des dossiers pour l'agence sur moi titre, des dossiers cohérents. Mais ces pays-là sont allés au niveau supérieur. Vous n'avez même pas encore atteint ce niveau supérieur. Vous ne montez pas des dossiers cohérents. Soient apportés. Mais on va évoluer. Chers invités, on va évoluer. Il y a un aspect, Wilfried Monou, je suis avec vous, la procédure tout à fait, peut-être aussi le montage, parce qu'il y a un grand flou autour. Parce qu'il va falloir vraiment abondamment communiquer et informer pour que le travail que les médias doivent faire pour accompagner aussi puisse être fait. Alors, je disais tout à l'heure, pour ne pas vous couper, je disais tout à l'heure qu'il y a des spécialistes. Elle dit, aujourd'hui, c'est le Trésor qui va sur le marché. Le Trésor devait passer par les sociétés de gestion et d'intermédiation qui sont des grossistes, qui ont des clients, qui ont des portefeuilles, qui gèrent des portefeuilles qui aujourd'hui sont prospères. C'est un secteur qui est... Il suffit de taper à leur porte. C'est un secteur qui est... Il y a un cas que votre vis-à-vis a évoqué tout à l'heure, qui peut donner un peu de pincement au cœur, mais c'est peut-être aussi une pratique, sait-on jamais. Il parle de projets pour lesquels on a dépensé des fonds, on a contracté des dettes qui ne sont pas encore venus à échéance en termes de réalisation, mais pour lesquels l'État est obligé encore de recommencer à zéro, tout en contractant d'autres dettes. En tout cas, c'est vrai, je ne connais pas la pratique financière, économique, mais dans la pratique courante, ça ressemble un peu du gaspillage, non? Oui, c'est pourquoi on parlait tout à l'heure de la qualité des dépenses. Okay. À côté de la gestion des dettes, il y a la qualité des dépenses. Lorsque vous ne planifiez pas bien les dépenses et que, par exemple, on veut faire une voie qui doit... on fait l'option de mettre des pavés. 2 ans ou 1 an après, on fait l'option de mettre à ce même endroit du goudron, du bitume. Vous voyez un peu déjà qu'il y a un sentiment de gâchis. Est-ce que vous voyez? Or, on aurait pu faire l'option directement au départ de mettre des bitumes sur ce tronçon-là, sur cet espace, et on aurait gagné en matière de dépenses. Okay. Voilà un peu les choix en matière. Et ça, c'est au niveau des cadres. C'est pourquoi quand il incrimine les cadres, je suis d'accord avec lui. Les cadres nous font faire trop de dépenses, trop de gâchis au niveau de nos ressources publiques. C'est peut-être trop vous demander, mais quelles sont les relations que vous, journalistes et spécialistes des questions économiques, entretenez souvent avec ces cadres? Vous avez l'habitude des autres États aussi et ces contacts en essayant de mettre à leur actif tout ce que vous avez en termes de connaissances, ça peut aussi aider. L'État reste un. Oui, bon, c'est pourquoi nous on dénonce. Il faut qu'on puisse améliorer. Si on peut aujourd'hui, il faut quand même tirer un coup de chapeau
en matière de la qualité de la dépense aujourd'hui, il y a une meilleure pratique aujourd'hui en la matière, parce que ça fait partie des grands chantiers que l'unité de gestion des réformes du ministère des Finances a conduit, et ça porte aujourd'hui son fruit. Je reste toujours à dire au Bénin que nous avons voté la LOLF, mais j'ai un peu de pincement au cœur quand je vois que la LOLF n'est pas totalement mise en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Sur la question, plus que 4 minutes, à vous de gérer sainement l'intervention pour pouvoir y aller. Il y a un député qui a fini par donner de la voix au travers d'une question d'actualité orale au gouvernement, l'honorable Guy Mitokpe. C'est de lui que la question est revenue sur ce dossier. Donc on se demande pourquoi toutes ces questions, tout de suite et maintenant, pour un sujet qui, en tout cas, rapportant bien entendu certaines réactions, pourrait se comprendre de lui-même ou qui demanderait encore plus de temps. Parce qu'on n'a pas écouté suffisamment les techniciens là-dessus. Ça, c'est la réaction d'un téléspectateur. Non, moi, je pense quand même que l'honorable est dans son rôle de contrôler l'action du gouvernement. Maintenant, à l'exécutif d'aller leur porter plus d'informations et pour les rassurer que c'est pour l'intérêt général que l'option a été faite. Kasvin Pidjo, sur la même question. L'honorable député Guy Mitokpe, il faut déjà féliciter son travail, mais je dis c'est un travail, excusez du peu, un peu bâclé, parce qu'il n'est pas allé au fin fond même de ce dossier pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que je l'ai dit tantôt, il faudrait qu'on nous dise l'échéance de ces 350 milliards. Il faudrait qu'on nous dise le taux d'intérêt. On ne sait rien jusqu'à présent, parce que c'est au regard de ça on pourra apprécier véritablement dans quel bourbier le Bénin s'est engagé. En tout cas, parce qu'avec un intérêt, parce que lorsque vous commettez la SGI Bénin qui va donc chercher des financiers, écoutez, le taux d'intérêt peut aller jusqu'à 30%. Et avec 30%, vous êtes autour de 105 milliards de plus pour les 350. Oui, je le dis. Je dis, ils ne m'ont pas donné la chance de les défendre. Non, j'aime bien. Si ils m'avaient donné leur taux d'intérêt, enfin, en tout cas, tous les documents, j'aurais pu donc analyser. On peut aller. De mon nom, oui, la démarche effectuée par l'honorable Guy Mitokpe manque de technicité. Un déclic pour mieux comprendre ce dossier. Non, à son niveau, il n'est pas censé faire dans l'à peu près. L'honorable Guy Mitokpe. Bon, mais il a fait dans l'à peu près. Et je dis, défaut de rien, mais l'honorable doit pouvoir aujourd'hui mettre sur pied, parce que c'est de l'Assemblée qu'il s'agit. Je parle de l'Assemblée. Je parle donc du contrôle de l'action publique. Oui. Et donc, les députés doivent pouvoir éclairer aujourd'hui la lanterne sur les 350 milliards. À quoi véritablement ont servi ces 350 milliards? Votre ils le savent, rassurez-vous, ils le savent, eux, avant de poser la question. Ils ne vont pas à la recherche de l'information, mais ils veulent que l'État se justifie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'ils vont à la quête de l'information, comme nous autres investigateurs du moins des questions économiques, ça pose un problème. Donc, le député, il a bien fait, je le dis, Guy Mitokpe, il a bien fait, mais quand je prends la structure de l'Assemblée nationale, je dis le travail est passable. Rachat de la dette intérieure du Bénin, une nébuleuse, en tout cas assez de zones d'ombre, qui seront sans nul doute, mesdames, messieurs, éclaircies dans les tout prochains jours. Et nous ferons le plaisir de revenir là-dessus avant de mettre un thème à cette émission. Un dernier tour de table très rapidement, on n'a plus qu'une minute. Alors, ça va être autour de la grande question. Alors, ce rachat reste-t-il la formule idéale pour renflouer les caisses de l'État, en tout cas la relance de l'économie béninoise? C'est un moyen de gestion des dettes publiques. Donc le gouvernement a fait cette option. Nous allons là-dessus. Nous attendons que la SGI puisse, d'ici la fin du mois, l'échéance des 60 jours, pourra nous préciser les conditions de l'émission de ce titre-là sur le marché, à savoir le taux, l'échéance et ce que ça va coûter. Faute mot de la fin, autour du bruit que provoque ce dossier. Je pense quand même que c'est bien que les gens s'intéressent à la gestion de la chose publique, et il faut davantage que Kasmi Pedjo. La société civile Patrice Talon s'éloigne de son programme d'action du gouvernement.
s'il continue dans cette lancée-là, il va s'embourber et ne pourra pas s'en sortir. Il n'aura pas un bilan positif à présenter au peuple béninois, mais il aura une dette à laisser au peuple béninois, car aujourd'hui, l'échéance de la dette béninoise est déjà nous sommes déjà à 2051. Il va falloir véritablement que Patrice Talon y pense. Mesdames, Messieurs, merci pour votre participation, votre façon, bien entendu, à cette émission. Chers invités, ce fut un plaisir pour votre éclairage. 100% Bénin pour le numéro du jour, c'est presque terminé. Nous allons prendre congé de vous sur cette citation de l'épistolière, romancière, critique littéraire et journaliste française, George Sand. La vie est un orage. Le repos reste un rêve. Autant s'en convaincre pour mieux affronter les aléas de la vie. Bonne suite de méditation et à demain pour un autre numéro de 100% Bénin.